Manon est donc un film qui se situe à un moment un peu intermédiaire, disons, dans l'œuvre de Clouzot, puisque c'est quand même après son grand retour en 1947 avec Quai des Orfèvres qui lui a permis de dépasser, évidemment, les petits problèmes qu'il a eu à la Libération avec la commission d'épuration et l'interdiction de filmer qu'il a subi. Donc grand retour sur la scène cinématographique française et internationale avec Quai des Orfèvres, qui est un film qui a un immense succès. Et là, on peut dire que Clouzot est vraiment redevenu l'un des grands du cinéma français, en tout cas l'un des jeunes cinéastes, puisqu'il est encore un cinéaste assez jeune à ce moment-là, il a 40 ans, qui va porter les espoirs d'un renouveau du cinéma français de l'après-guerre. C'est l'époque où François Chalet va lui consacrer un livre, qui est en fait un livre d'entretien qu'on sent d'ailleurs très contrôlé par Clouzot lui-même, un livre presque hagiographique. Et c'est le moment où il va aussi se mettre à travailler pour le théâtre, avec un projet d'adaptation d'un roman de Graham Greene pour Louis Jouvet, qui finalement ne marchera pas. Et puis donc c'est Manon. Alors il a raconté lui-même, et ça a été raconté par pas mal de gens par la suite, la genèse de Manon, en fait qui n'est pas liée à la lecture de livres, ni à la relecture du livre de l'abbé Prévost, mais qui est due à plusieurs choses en fait, à une image qu'il a vue dans le train, un homme qui était en train de chercher une femme à contre-courant. Donc en fait, il a cette vision comme ça, fugitive, d'un homme dans le couloir du train qui poursuit, enfin qui cherche quelqu'un, un peu à contre-courant de la foule. Et puis il va imaginer d'inverser cette image en faisant en sorte que ce soit plutôt une femme qu'il imagine assez menue, qui soit à la recherche de son amoureux. Donc il y a déjà ce point de départ sur une image. Il s'était dit, après Quai des Orfèvres, qu'il avait assisté à une projection du film à Venise, où il constatait que, comme le film n'était pas sous-titré à ce moment-là, les gens décrochaient un peu à partir d'un certain moment parce qu'il y avait trop de dialogue. Donc il s'est dit, à partir de ce moment-là, il faudrait que j'arrive à rendre mon cinéma de plus en plus visuel, à me passer du secours des dialogues lorsqu'ils ne sont pas absolument nécessaires. D'ailleurs, il va le faire, sans doute pas tellement dans Manon, mais plus tard, et certainement pas dans Mickey était sa mère, mais par exemple dans Le Salaire de la peur, qui est un film dont la moitié est parlée en langue étrangère non sous-titrée. Donc c'est vrai que c'est une tension, une tentative qu'il a à ce moment-là, et qu'il va commencer à ébaucher à travers Manon, à travers donc, cette espèce d'image fondatrice. Et effectivement, il y a un très long moment dans le film où Cécile Aubry est à la recherche de Michel Auclair, et il y a là une espèce de scène de pur amour fou, comme ça, de quelqu'un qui, au mépris des conventions, au mépris de ses intérêts, va aller chercher l'homme qu'elle aime pour aller avec lui au bout du monde. Et c'est déjà un très beau moment, une très belle capsule poétique à l'intérieur du film, que cette scène de la recherche de l'être aimé à travers la foule imbécile ou ignoble, et les grosses dondons, les gros messieurs qui crient parce qu'on leur marche sur les pieds ou qui sont en train de boire leur litron de vin. Et puis il y a ce trajet de l'amour au milieu de la contingence sociale, qui est quelque chose de très beau, qui n'est pas tout à fait nouveau, puisqu'on avait déjà ce trajet dans Quai des Orfèvres avec Bernard Blier, qui remontait le courant de la foule après avoir découvert le cadavre de Charles Dulin. Il y avait toute cette scène très longue et là aussi sans dialogue, très très belle, où Blier bouscule les gens, essaie de rentrer dans le métro, essaie de sortir du métro, essaie de rentrer dans le music-hall, et où il y a toujours cette idée finalement de l'homme très, très, très daté d'ailleurs, très marqué par l'époque, de l'homme seul essayant d'affirmer son libre arbitre contre une société qui l'écrase. Bon, alors, il y a évidemment ce moment-là, très important, dans Manon, qui va être donc un peu le point de départ du film, qui sera développé évidemment au fur et à mesure. Et puis il y a une autre source d'inspiration, qui est une histoire d'amour qu'il a eue à ce moment-là. Alors bon, c'est assez ambigu, parce que certains biographes semblent dire qu'il s'agissait de ses démêlés avec Suzy Delair. On sait que ses rapports avec Suzy Delair étaient orageux. Son frère Jean, Marcel, excusez-moi, qui est mort il n'y a pas très longtemps, centenaire, m'avait raconté, comme il aimait à le raconter, que lorsqu'il dînait rue Lagrange, donc non loin de la place Maubert, avec Suzy et Henri-Georges, il dînait tout seul en fait, parce que pendant tout le dîner, Suzy et Henri-Georges se tournaient autour de la table en s'invectivant et en s'insultant.
Donc c'était un couple évidemment extrêmement tempétueux, avec le caractère qu'on connaît et qu'on connaît encore à Suicide de l'air. Enfin, je suppose qu'aujourd'hui elle est peut-être un peu apaisée, mais à l'époque, évidemment, c'était un personnage particulièrement volcanique, et je pense que Clouzot aimait ça, aimait cette espèce de tragédie quotidienne, cette manière... Je ne sais plus qui disait ça, d'ailleurs, c'était Laurent Terzieff, au sujet du tournage de La Prisonnière, qui disait, mais Clouzot, il voulait tout le temps être dans le drame, il voulait tout le temps qu'il se passe quelque chose, il voulait tout le temps qu'il y ait du conflit, de la tension, de l'intensité. Donc avec Suicide de l'air, il était servi. Bon, tout ça, évidemment, inspire la relation entre Michel Auclair et Cécile Aubry dans Manon, et cette espèce de masochisme du personnage de Michel Auclair, qui a non pas forcément envie de se faire tromper, mais qui a envie de vivre intensément avec une fille qui est peut-être un peu folle, mais qui l'entraîne vers une intensité, vers une manière de sentir son amour au quotidien, y compris dans la frustration et dans le manque, qui pour lui est peut-être plus enviable qu'une histoire avec une fille plus fidèle. Donc il y a cet aspect-là, mais je ne suis pas sûr, à vrai dire, que ce soit tout à fait uniquement Suzy Delair qui a inspiré le personnage de Manon, en tout cas dans sa dimension contemporaine et conjugale et domestique, puisque dans les chutes d'un entretien avec Armand Panigel, qui se trouve sur le site de Gaumont Pâté Archives, on trouve pas mal de choses off-record qui ont été pas gardées par Panigel au montage, que dit Clouzot, et à un moment il parle d'une petite minette qu'il aimait bien dans les années 40, une petite copine. Je ne suis pas sûr que ce soit Suzy Delair, car je pense qu'il lui était pour le coup pas très fidèle, et ça, voilà, c'est d'ailleurs sans doute une des raisons de leur rupture. Et j'ai l'impression plutôt que c'était une petite jeune fille de l'après-guerre qui aimait, enfin, d'après ce que raconte Clouzot, qui aimait danser le bebop dans les caves de Saint-Germain-des-Prés, qui aimait faire la fête, et il s'essoufflait un peu à la suivre. Et c'est, semble-t-il, ce personnage, et peut-être pas seulement Suzy, qui aurait inspiré le côté petit oiseau des îles, petite gamine frivole, petite femme inconséquente, hein, tout ce caractère à la fois léger et irresponsable qu'il va conférer au personnage de Cécile Aubry dans le film. Voilà, c'est aussi un regard sur l'époque, évidemment, hein, c'est vouloir témoigner de tout d'un coup une nouvelle génération qui arrive, une génération affranchie, délurée, débarrassée des impératifs moraux qui pouvaient être ceux des aînés de la génération précédente, voulant s'amuser, évidemment, après la frustration des 4 années d'occupation. C'est évidemment cette jeunesse-là qu'il veut mettre en scène, parce qu'elle le fascine, parce qu'il est évidemment fasciné par cette liberté sexuelle qui est en train de se développer dans la jeunesse de Saint-Germain-des-Prés, cette liberté de ton et cette absence de préjugés moraux. Mais aussi, je pense, parce que Clouzot est quand même quelqu'un qui aime être dans l'air du temps, qui veut absolument à chaque fois capturer des choses qui arrivent dans l'instant, et que tout d'un coup, là, il se dit qu'il y a quelque chose de nouveau à raconter, il y a un nouveau rapport à l'amour, un nouveau rapport au couple qui est en train de se mettre en place, et qu'il a un vrai sujet, hein, qui est ce tableau générationnel. À telle enseigne, il le fait, me semble-t-il, au moment même où Jacques Becker réalise le Rendez-vous de juillet, et lui aussi va mettre en scène cette nouvelle donne, disons ce nouveau désordre amoureux, hein, comme on dira par la suite, cette nouvelle carte du tendre, où tout d'un coup, l'amour se mêle de choses peut-être plus... le vieil amour bourgeois ou romantique se mêle évidemment de considérations à la fois sexuelles, économiques, plus terre-à-terre, et où finalement on prend en compte dans cette représentation de l'amour des choses qu'on n'aurait pas vues avant. Hein, c'est certain que dans le cinéma de Carnet-Prévert ou de René Clair ou des grands cinéastes du réalisme poétique, l'amour était toujours quelque chose d'éthéré, on avait à peine l'impression que les gens couchaient ensemble, hein, c'était... de chastes baisers, très peu d'allusions, et finalement la sexualité c'était toujours l'affaire des vieux, des méchants, des salauds, hein, des profiteurs, de ceux qui voulaient gâcher le pur amour en imposant leur perversion, hein, confère Jules Berry dans Le jour se lève, ou bien d'autres personnages malsains du cinéma d'avant-guerre, c'est aussi le cas dans le théâtre d'Anouilh par exemple.
Alors que là, tout d'un coup, le sexe, il existe bel et bien entre Michel Auclair et Cécile Aubry. On voit, et c'est peut-être une des premières fois dans l'histoire du cinéma français qu'on voit un couple qui s'aime parce qu'ils aiment faire l'amour ensemble, quoi. Il y a vraiment entre eux une attraction, c'est pas simplement Tristan et Iseult dans l'Éternel Retour, c'est fini tout ça. Là, c'est vraiment leur fatalité d'une certaine manière, c'est qu'ils peuvent pas se passer l'un de l'autre. Parce que, voilà, même si elle est insupportable, même si lui est jaloux, il y a quand même quelque chose de sexuel qui les accroche l'un à l'autre et qui fait qu'ils ne pourront se sauver qu'en se perdant ensemble. Donc c'est quand même un élément très concret, très moderne pour l'époque, très nouveau et qu'on n'avait pas tellement représenté au cinéma. Alors, ensuite, à telle enseigne, et j'en finis avec cet aspect-là, qu'il y a eu une polémique à l'époque, on s'en souvient peut-être pas, je pense que personne ne s'en souvient, avec un écrivain très célèbre qui s'appelait André Chanson, qui était un écrivain résistant d'ailleurs, c'est Venol, de culture protestante, et qui s'était ému de ce film, n'était pas le seul critique à l'époque d'ailleurs. Quand on lit la critique de l'époque, il y a beaucoup de critiques qui, voilà, tout en reconnaissant l'extraordinaire virtuosité formelle de Clouzot, son talent de direction d'acteur, le fait que chacun de ses plans soit admirablement photographié, etc. Beaucoup de critiques quand même qui s'émeuvent du côté immoral, sordide, voilà, choquant, des situations mises en scène, évidemment surtout les critiques d'inspiration religieuse ou catholique, mais aussi les critiques communistes, qui disent très souvent, oh là là, mon Dieu, ce monde dépravé, il n'y a pas de lendemain qui chante, il n'y a pas d'optimisme, c'est une société pourrie, etc. Bon. Je pense que ça plaisait beaucoup à Clouzot, de choquer de cette manière, et c'est exactement ce qu'il voulait. Lorsqu'il va chercher ce genre de sujet, il cherche à la fois, comme je le disais, à se mettre dans l'air du temps, dans le train de la mode, c'est le cas de le dire, mais en même temps à susciter le scandale, la polémique, comme il l'a fait d'ailleurs dès le début avec Le Corbeau, et comme il continuera par la suite. Il sait très bien, en fait, utiliser son côté antipathique, son côté, je dirais, dérangeant pour susciter l'attention publique et pour faire en sorte que chacun de ces films fasse, comme on ne disait pas encore à l'époque, le buzz. C'est vraiment quelqu'un qui, je pense que c'est vraiment le premier metteur en scène français qui sait à ce point jouer des médias, contrôler son image, la distiller à la radio, à la télévision, dans la presse, donner à voir ses méthodes de tournage, faire en sorte que la star, ce soit vraiment lui. D'ailleurs, c'est son premier film où il n'y a pas d'acteur célèbre. On en reparlera peut-être. Alors bon, je parlais de la radio, et c'est à la radio que va se nouer son échange avec André Chanson, qui lui reproche, donc, parce que André Chanson s'était d'abord exprimé dans une tribune de critique, puis ensuite il y a un débat entre lui et Clouzot, et où André Chanson lui dit « Mais mon Dieu, mais c'est pas possible, vraiment cette humanité sordide que vous montrez, il y a cet amour qui n'est absolument pas noble, etc. » Et voilà, mais enfin, vous devriez vous inspirer de nos grands maîtres, de Stendhal par exemple, de la cristallisation stendhalienne, etc. Alors Clouzot dit oui, mais enfin écoutez, la vie est comme ça, regardez autour de vous, chère Chanson, voilà, il y a aussi des amours qui ne tiennent pas à la cristallisation, c'est peut-être plus authentique, ça rend pas forcément plus heureux, mais au moins c'est plus authentique. Et d'ailleurs, alors c'est là qu'il est peut-être un peu de mauvaise foi. Il dit oui, mais de toute façon je ne suis pas tellement pessimiste parce que au fond il y a cette idée de l'amour fou qui sauve tout et qui fait qu'à la fin Cécile Aubry va quitter une vie qu'elle aurait pu espérer brillante pour aller suivre Michel Auclair au désert, et ils auront au moins ce moment de bonheur dans leur paradis, dans leur espèce d'oasis un peu fugitive qu'ils croisent à la fin. Alors bon, ça je pense que c'est un peu malhonnête de la part de Clouzot de dire ça, car on ne peut pas dire franchement que la fin de Manon soit une fin optimiste. Mais je pense que ce qui est vraiment intéressant chez lui, et encore une fois très novateur, c'est le fait de vouloir montrer la jeunesse telle qu'elle est, sans phare, sans idéalisation, sans la sublimation qui prévalait jusqu'alors. Et c'est ce qui fait de lui, on le voit bien dans son dialogue avec André Chanson, qui pour le coup joue le rôle du vieux réac et du vieux pudibond. D'une certaine manière, il y a là presque une anticipation de la nouvelle vague.
Autant que Becker dans Rendez-vous de juillet, il me semble que Clouzot, avec Manon, décide de donner à voir la jeunesse comme on ne l'avait pas fait jusqu'alors, et de donner la parole à la jeunesse, et un pouvoir cinématographique à la jeunesse, et aussi un pouvoir érotique, hein, car il est certain que Cécile Aubry, dans Manon, même si on peut être plus ou moins sensible à ses charmes, ou à son charme, elle a ce côté femme-enfant qui donne l'impression presque que les hommes qui couchent avec elle sont des pédophiles. Elle a l'air d'avoir 14 ans. Il fallait quand même oser donner le rôle principal de ce film à cette fille qui fait tellement gamine quand même. Et ça ajoute beaucoup à l'érotisme du film, me semble-t-il. Il me semble qu'il avait pris une Ginette Leclerc ou une Suzy Delair, le film aurait été beaucoup plus convenu. Hein. Là, tout d'un coup, ce qui fait quand même le côté très trouble du film, très troublant, c'est qu'on se dit quand même que c'est pratiquement une petite fille qui couche avec des vieux messieurs pour de l'argent, qui va dans un bordel, c'est quand même pas rien pour l'époque. À telle enseigne, je vous le rappelle, c'est une anecdote amusante, que Cécile Aubry, lorsque le film est sorti à Londres, a voulu aller voir le film et on lui a refusé l'entrée parce que le film était interdit au moins de 16 ans. Donc elle a dû, je crois, se faufiler sous la caisse. Enfin, on lui a interdit d'aller voir son propre film. Alors, donc il y a je pense, cet aspect très important dans le film, vouloir qui part de données autobiographiques, mais pour essayer de brosser un tableau honnête d'une société, un tableau à la fois honnête, franc, et en même temps qui soit susceptible de faire débat. Car encore une fois, Clouzot est un cinéaste qui aime provoquer le débat et au fond, à chaque fois, se mettre dans des problématiques de société qui vont faire que le film va exister en son temps. Il y a une dimension en fait profondément politique. Hein. Chez Clouzot, c'est vraiment un cinéaste qui veut être présent à la société dans laquelle il vit et parler de la société dans laquelle il vit et non pas se réfugier, comme le faisaient beaucoup de cinéastes de la génération précédente, mais aussi de la sienne, dans un passé plus ou moins sublimé. Alors il le fera un peu dans Miquette et sa mère avec la Belle Époque, mais c'est une Belle Époque vue d'une manière quand même très grinçante et sarcastique. Il y a un autre argument qu'emploie Clouzot dans sa discussion avec André Chanson, c'est de dire « mais moi je ne peux pas faire autrement parce que je suis un créateur, vous comprenez, et que je suis emporté par mes personnages. Bien sûr que vous avez de la chance de pouvoir faire des œuvres morales, mais moi je suis... » Alors là il cite un mauvais exemple, d'ailleurs il cite l'exemple de Proust, qu'il adorait, et il dit, mais Proust, quand il a commencé à écrire du côté de chez soi, il ne savait pas comment il terminerait Le Temps retrouvé. On sait maintenant que c'est totalement faux, et que Proust savait très bien comment allait se terminer son livre, mais bon, Clouzot pouvait croire le contraire, et il utilise cet exemple de manière un peu spécieuse pour dire que voilà, il est emporté par ses personnages vers quelque chose auquel il ne s'attend pas. Bon, j'y crois pas trop, hein. Je pense que Clouzot savait très bien ce qu'il faisait, c'était quelqu'un qui était un grand planificateur, et il y a dans un film comme Manon, comme dans tous les films de Clouzot d'ailleurs, un côté extrêmement prévu, extrêmement millimétré, à la fois dans l'écriture, dans cette dimension, je dirais, à la fois de libération des personnages, de libération sexuelle, et en même temps de malédiction qui s'abat sur eux, car ce sont malgré tout des personnages enfermés dans une société où ils essaient d'exprimer leurs désirs, mais une société qui finalement n'est pas prête à accueillir cette crudité du désir et qui leur impose finalement des cadres contraignants et peut-être une malédiction qu'ils n'ont pas voulu. Mais voilà, c'est aussi toute l'ambiguïté du cinéma de Clouzot. C'est à la fois un cinéma qui veut donner à voir des phénomènes de société inédits, mais en même temps, les personnages sont toujours un peu prisonniers de cadres sociaux, de conventions sociales dont ils ne peuvent pas tout à fait se défaire, sinon en partant très loin. Mais ce n'est pas forcément pour y trouver une libération, ni une échappatoire vraiment exaltante. Alors, il y a cette dimension je dirais, extrêmement oppressante, malgré tout, de l'univers de Clouzot. C'est ce qui fait que c'est finalement un cinéaste à la croisée des chemins. Hein. Il cherche à montrer une société en train de bouger, et lui-même est pris quand même dans un certain fatalisme tragique qui vient du cinéma des années 30, sinon du cinéma muet, qui vient aussi de Stroheim, hein, un cinéaste qu'il admirait beaucoup et qui, évidemment, dont l'ombre plane sur toute la dernière partie du film.
mais aussi, je dirais, construction et préméditation absolue dans la manière dont il construit plastiquement le film, hein, puisque de même que les Orfèvres, Manon est conçu avec Max Douy, donc un grand chef décorateur de l'époque. Max Douy va, à la demande de Clouzot, faire un storyboard extrêmement précis. Donc on les montre d'ailleurs dans l'exposition de la Cinémathèque. On a des dessins extrêmement précis de chacun des plans de Manon. Voilà, étant donné que Clouzot en fait ne voulait absolument rien laisser au hasard. Évidemment, la moitié du film est tournée en studio, y compris les scènes dans les églises en ruine de Normandie, hein, qui évoquent un peu l'atmosphère du film de Grémillon, le 6 juin à l'aube, avec ses statues détruites, ces champs de ruines à travers lesquels tout d'un coup la vie se met à renaître. Mais tout ça, évidemment, est reconstruit en studio par les soins de Max Douy. On va reconstruire également en studio le bateau qui est censé emmener les émigrants vers la Palestine, qui avait été repéré par Max Douy à Nice et qui sera reconstruit au studio de Joinville, avec des trucages savants élaborés par le chef opérateur Armand Tirard. Donc voilà, tout ça est une vision, là encore, extrêmement cadrée. Et Clouzot disait lui-même d'ailleurs que cette manière de storyboarder ses films et de prévoir ses plans avec autant de précision lui permettait de se concentrer au tournage sur la direction d'acteurs. Je crois il avait besoin à la fois que le film incarne une vision qu'il avait eue dans son fort intérieur, une sorte d'image mentale, mais il avait aussi certainement une peur maladive de l'imprévu qui faisait que sur le tournage, il voulait pouvoir se consacrer uniquement aux comédiens et que tout l'aspect technique, tout l'aspect plastique soit déjà réglé. Alors voilà, c'est ce qui fait évidemment de Manon à la fois un film extrêmement, comment dire, novateur sur le plan, je dirais, des représentations amoureuses et sexuelles qu'il met en œuvre, et en même temps très dans la continuité d'un certain cinéma français de... Je dirais pas, personnellement, je ne parlerai pas de qualité française, qui m'a toujours paru un terme un peu bébête, mais je dirais dans la tradition du cinéma muet, tout simplement. Hein. Je crois qu'il faut quand même rappeler que Clouzot fait partie d'une génération de cinéastes pour qui la composition de l'image est quelque chose de très important, hérité du cinéma expressionniste allemand, d'un cinéma qu'on qualifie d'ailleurs à tort d'expressionniste, et essentiellement du cinéma de langue, hein, dont il était un grand admirateur, mais aussi par ailleurs de Stroheim. Je pense que c'est certainement les deux grandes références pour comprendre le cinéma de Clouzot. Il y a vraiment par exemple, pour Carnet, ça sera plutôt Murnau, mais au fond, toute cette génération de cinéastes est extrêmement marquée par l'expressionnisme allemand, ou par le cinéma allemand de la fin des années 20, et Clouzot ne déroge pas à cette règle. Alors, ensuite, évidemment, un élément qui va peut-être un peu perturber cette ordonnance et apporter une certaine forme de désordre, c'est le choix d'acteurs. Alors j'ai parlé un peu de Cécile Aubry, qui apporte tout d'un coup quelque chose d'assez étonnant, une fraîcheur, un côté en même temps un peu pervers, et finalement elle est quand même assez convaincante dans le film, alors que c'est plutôt un contre-emploi. François Chalais disait lui-même, François Chalais raconte dans son livre d'entretien avec Clouzot qu'il était présent lorsque Clouzot a choisi Cécile Aubry, après avoir vu, je crois, on prétend qu'il a vu des centaines de jeunes premières. C'est peut-être un argument de publicité, mais enfin il semble que la production lui conseillait des noms un peu plus éprouvés, comme celui de Gisèle Pascal, par exemple, qui avait été une jeune première très populaire depuis le cinéma de l'occupation, ou Marcel Dorien, qui avait débuté... la bien nommée Marcel Dorien, qui avait débuté dans Le Silence et d'or de René Clair. Non, il choisit Cécile Aubry, à la fois à cause de ce côté femme-enfant, pas encore adulte dont j'ai parlé, mais aussi son côté danseuse, hein, je crois qu'il lui plaisait, car ça prédisposait certainement chez elle à accepter de la part de Clouzot une direction extrêmement
rigoureuse, le fait de refaire quand même pas mal de prises, une exigence physique assez grande. Alors, y a-t-il eu, comme on le prétend souvent, des gifles ou des... Je n'en sais rien. J'ai tendance à penser que cette dimension-là de Clouzot, directeur d'acteur, elle est un peu exagérée, à la fois par les journalistes et parce que lui, là aussi, il aimait bien se mettre en scène dans le rôle du grand méchant. L'homme que vous aimeriez haïr, pour continuer à paraphraser la publicité autour de Stroheim. Je ne suis pas sûr qu'il ait frappé si souvent que ça ses comédiens. Je ne suis pas sûr qu'il ait frappé Cécile Aubry. Il semble qu'à un moment où elle devait pleurer, où il y a eu pas mal de prises, elle lui a dit « bats-moi ». Bon. Tout ça, il faut se méfier quand même beaucoup, je crois, de ce que racontent les journalistes à ce sujet. J'ai le sentiment qu'il a en tout cas joué un rôle de gourou très présent. Il a commencé à... Bon, il a commencé à lui faire travailler sa diction en lui faisant relire de manière systématique des pages de Proust. Il l'a certainement, je dirais, amené à une vérité, tout à fait étonnante par sa mise en scène. Mais je pense que ce qui caractérisait Clouzot, c'était pas forcément tellement de battre les acteurs, c'était plutôt de créer, de les mettre dans une condition, à la fois, enfin je dirais c'est presque un piège en fait, c'est-à-dire que par le décor, par le réalisme excessif du décor, par le fait que chaque plan était complètement, comme je l'ai dit, à la fois totalement prémédité et un peu claustrophobe, par le fait que finalement les places elles étaient très, très limitées, par une sorte de tension nerveuse et sans doute d'atmosphère un peu électrique, un peu orageuse qu'il créait sur le plateau. Je pense que c'était sa manière d'amener le comédien, à force aussi d'un certain épuisement, à amener le meilleur de lui-même, à sortir une sorte de vérité, une espèce de vérité sous cloche, on pourrait dire. Hein. Évidemment, ce n'est pas la vérité des films de Becker, par exemple, ou de Grémillon, qui sont des cinéastes beaucoup plus intimistes, des cinéastes du détail, de l'humanité. Hein. On est bien loin, évidemment, d'Antoine et Antoinette, par exemple. Non, c'est une sorte de vérité naturaliste à laquelle il faut faire rendre gorge, comme dans un roman de Zola, hein, ou de Mirbeau. Tout d'un coup, une idée de la vérité, on pourrait dire, hein, une idée presque criante oui, une vérité criante, ou un détail criant de vérité, une vérité spectaculaire. Il y a quelque chose qui est presque de l'ordre du psychodrame là-dedans, hein, comme si le comédien devait sortir sa vérité intérieure de force, de la manière la plus lisible possible, la plus frappante et peut-être aussi la plus choquante, on pourrait presque dire la plus obscène. Hein. Il y a cette dimension-là. Chez Clouzot, il y a un côté accoucheur d'une vérité qui reste quand même une idée naturaliste, hein, une idée naturaliste de la vérité. En tout cas, c'est la première fois qu'il a affaire à d'aussi jeunes comédiens et qu'il peut aller aussi loin dans cette expérimentation. Cécile Aubry, donc, qui était complètement inconnue et qui d'ailleurs ensuite ne fera pas vraiment carrière. Hein, on la retrouve peu après dans un très, très joli film de Christian Jacques, très très drôle, Barbe Bleue, avec Pierre Brasseur, où elle est une toute petite poupée face à l'immense ogre qu'est Pierre Brasseur. Et puis ensuite, elle a très peu tourné, en fait, elle est devenue, comme on sait, un auteur à succès. Michel Auclair avait, lui, un peu plus d'expérience. Je pense qu'il se sert aussi, malgré tout, de son côté un peu maladroit, de son côté un peu, comment dire, ours mal léché, un côté pas très à l'aise avec son corps, pas très à l'aise avec son physique, un côté un peu lourd, un côté gros bébé qui a mal grandi. Il se sert de ça aussi. Alors, il s'en sert d'autant mieux qu'il avait imaginé de donner le rôle de Desgrieux à Sergio Reggiani, qui lui avait déjà une petite notoriété à cause du succès des Portes de la Nuit de Marcel Carnet, et de donner le rôle de Lescaut à Michel Auclair. Et puis il a décidé l'inverse, je pense parce qu'il a dû se dire que le couple frère-sœur entre Michel Auclair et Cécile Aubry, ça ne fonctionnait pas, hein, et que donc il a inversé les cartes, et c'est finalement pas si mal, parce qu'en effet, il y a un côté un peu contre-emploi dans le fait d'avoir Michel Auclair, qui jouait généralement les rôles de petites guapes, de voyous, de personnages un peu torves, par exemple déjà dans La Belle et la Bête, il n'est pas très sympathique, mais il joue un personnage carrément antipathique dans les Maudits de René Clément. On suggère même
une liaison qu'il aurait avec l'officier nazi qui l'accompagne dans le sous-marin en fuite vers l'Amérique du Sud. Donc voilà, il a un emploi comme ça, comme un peu trouble, comme on disait à l'époque. Donc c'est intéressant de lui donner ce rôle de dégrilleux, car il lui donne du coup une ambiguïté, un arrière-plan que n'aurait pas eu peut-être un jeune premier traditionnel comme Daniel Gélin, par exemple, qui était envisagé au départ. Quant à Sergio Reggiani, c'est peut-être un choix un peu moins surprenant, parce que Reggiani avait déjà joué des rôles de petits voyous combinards et se servant des combines du marché noir et tout ça pour faire son beurre dans les portes de la nuit, justement. Et il a dit lui-même par la suite qu'il avait eu un passage à vide un peu avant Manon, et il a dit lui-même par la suite qu'après Manon, ça avait été très difficile pour lui, étant donné le grand succès qu'a obtenu le film, en fait. Hein. On ne le sait pas assez, mais le film a été un succès, peut-être pas aussi important que Les Orfèvres, mais conséquent. Et Reggiani a dit à quel point ça avait été difficile pour lui de sortir de cet emploi de petit voyou dont il ne sortira vraiment que grâce au Casque d'Or de Becker quelques années plus tard. Donc voilà, un jeu assez subtil quand même, toujours chez Clouzot, entre le respect des conventions et une manière de s'écarter des conventions qui lui permet tout d'un coup de s'adapter à l'ère du temps et de donner à voir le monde en train de bouger. Alors, il faut rappeler aussi quand même un aspect dont je n'ai pas parlé, c'est bien sûr que, entre-temps, dans son travail de préparation pour ce film et dans son travail de conception du scénario, d'abord, il va soumettre, il a soumis ses idées originelles à Jean Ferry, hein, qui avait été son co-scénariste pour Quai des Orfèvres, qu'il sera à nouveau pour Mick était sa mère. Et Jean Ferry est un personnage intéressant, qui est un écrivain d'inspiration un peu surréaliste, membre, il n'était sans doute pas encore à l'époque, mais futur membre du collège de pataphysique, qui va patronner les débuts de Jean-Christophe Averty, dont il était également l'ami. Donc ça situe un peu le paysage dans lequel s'inscrit le bonhomme. Et d'ailleurs, on lui doit un moment qui pour moi est extraordinaire dans le cinéma de Clouzot, c'est toute la dernière partie de Miquette et sa mère, qui est une scène de théâtre de patronage, de théâtre presque amateur, qui est sans doute un des moments les plus drôles de toute l'histoire du cinéma français. Et on sent que Jean Ferry et Clouzot se sont beaucoup amusés à imaginer cette fausse pièce de théâtre jouée par des acteurs ringards qui s'appellent quand même Louis Jouvet, Daniel Delorme et accessoirement, enfin en coulisses, Saturnin Fabre, qui n'est pas le moins génial de tous. Alors pour revenir à Manon, je ne sais pas si c'est Jean Ferry, c'est peut-être Jean Ferry qui a donné à Clouzot l'idée d'aller regarder du côté, d'aller relire l'Abbé Prévost. Parce qu'il me semble qu'il y a un moment où ça patinait, Clouzot ne savait pas trop comment développer son idée de la jeune fille de l'après-guerre, ce portrait de la jeune fille de l'après-guerre, finalement qu'il avait en tête, comment arriver à goupiller tout ça. Et il semble que là, et donc c'est assez rare que ça se passe comme ça. Hein. Généralement, on a l'idée qu'on va adapter un roman. Non, là, l'idée d'adapter le roman, ou plutôt de se servir du roman comme prétexte, intervient en cours de route. Et c'est très bien comme ça, d'ailleurs, parce qu'au fond... le roman de l'abbé Prévost, qui n'est pas vraiment un roman d'ailleurs, hein, c'est une partie dans une œuvre beaucoup plus ample, c'est l'histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut, mais c'est une histoire au milieu de bien d'autres histoires. En fait, c'est pas plus long qu'une nouvelle. Et on sent bien que pour Clouzot, c'est une matrice dramatique dont il peut se servir à son aise. Il n'a pas du tout l'intention d'en faire une adaptation. Il va beaucoup s'amuser d'ailleurs après à la sortie du film, parce qu'il va être en but à des querelles que vont lui chercher les héritiers du compositeur Massenet, qui lui avait fait une adaptation tout à fait académique pour la scène, un opéra tiré de Manon Lescaut. Et les héritiers de Massenet prétendront faire un procès à Clouzot en disant mais c'est Massenet qui, avec son librettiste Meillac, a eu l'idée de donner ce titre Manon. Donc voilà, soi-disant on devait des droits aux héritiers de Massenet à cause de ça. Bon, ça a été balayé bien évidemment. Et Clouzot a dit on est beaucoup plus fidèle à Prévost en transposant son histoire à l'époque moderne, quitte à en garder l'esprit, plutôt qu'en faisant un opéra pompier. Quelque chose comme ça qui n'était pas très gentil pour Massenet. Il y aura d'ailleurs, je le précise, un autre procès, enfin une procédure en tout cas,
d'un monsieur qui était très choqué parce que, je ne sais plus comment il s'appelait, mais il s'était aperçu que lorsque Michel Auclair entre dans l'immeuble où se trouve le fameux bordel, où officie Manon, et ben, il s'est aperçu qu'en fait, l'immeuble, on voyait clairement le nom de la rue. Donc le monsieur qui a demandé, je ne sais pas trop quel était son rôle par rapport à tout ça, et a demandé qu'on voile ce détail, ce qu'il a obtenu finalement. Je crois que dans le film, cet aspect-là est voilé. Et je précise d'ailleurs que il n'y a pas que cet aspect-là qui a été voilé, puisque je pense que le film a dû circuler dans pas mal de pays du monde avec des coupures. Moi-même, je l'ai vu, il se trouve que j'ai enseigné aux États-Unis, et j'avais voulu montrer à mes étudiants Manon, et quelle n'a pas été ma surprise en visionnant la copie VHS que possédait l'Université de Chicago, qui est quand même pas une petite université de province, quelle n'a pas été ma surprise en découvrant que, justement, alors effectivement, on voit bien Michel Auclair entrer dans l'immeuble, et ça raccorde, et on est dans la scène, à la fin de la scène d'explication avec Cécile Aubry, où finalement ils se remettent ensemble, rien n'est sale quand on s'aime, etc. Et ce qui se passe entre les deux, il n'y a plus rien. Donc ça prouve à quel point quand même une scène comme celle-là, je crois qu'on ne s'en rend vraiment pas compte aujourd'hui, pouvait être totalement choquante pour les spectateurs de l'époque, et notamment pour les spectateurs américains. Maintenant, il ne faudrait pas non plus réduire comment dire, le travail sur l'œuvre de l'abbé Prévost à simplement une dimension de prétexte. Je pense que ça a donné sans doute une impulsion décisive pour construire le scénario. Mais au fond, si on relit, bon, je ne l'ai pas fait très récemment, mais il y a peut-être un an ou deux, le livre de l'abbé Prévost, il y a quand même beaucoup de points communs sociologiques, entre ce que raconte Clouzot et ce que raconte Prévost, parce que ce que raconte Prévost, en fait, c'est pas du tout un roman libertin, Manon Lescaut, c'est vraiment un livre plutôt moral, c'est même une tragédie. C'est une tragédie finalement assez proche de ce que raconte Clouzot, du désir empêché dans une société bloquée. C'est-à-dire que ça se passe, si je ne me trompe, sous la Régence, dans une société comme ça, un peu de transition, et où tout d'un coup, le chevalier des Grieux se retrouve incapable de porter le système de valeurs de l'Ancien Régime qu'il est censé, par son nom, par son rang, assumer. Et d'ailleurs, tout le récit s'organise autour de son conflit avec son père, qui lui enjoint de rester fidèle à ce qu'il est, alors que lui, il ne pense qu'à son amour complètement fou pour cette jeune femme. Donc il y a une dimension très morale et il y a une dimension de jugement sur une société, en tout cas de regard sur une société où le désir sexuel est empêché par des interdits d'ancien régime qui continuent à s'étendre sur la jeunesse. C'est vraiment le sujet du film de Clouzot, en fait. Et d'une certaine manière, c'est ça aussi qui nous raconte, à la fois dans cette aspiration au bonheur, cette aspiration un peu brouillonne au bonheur charnel et à la liberté sexuelle que représente Manon, mais en même temps la possibilité de pouvoir vivre sans s'embarrasser de soucis d'argent. Et puis, bon, évidemment, les vieux préceptes moraux, les vieilles représentations amoureuses dont on pourrait dire que Desgrieux, dans le film, serait le porte-parole, ou au moins la victime un peu souffrante. Alors, ensuite, donc voilà, tout ça pour dire que je pense que, au fond, le film, de ce point de vue-là, le film de Clouzot est vraiment une adaptation, en tout cas une réflexion, une manière de redéplier le texte de l'abbé Prévost dans le temps qui est celui du film, et au fond de lui donner une résonance qui n'est pas simplement un gadget, il ne s'agit pas simplement d'un prétexte d'une manière d'utiliser le nom d'un auteur célèbre. Il y a un rapport organique, à mon avis, au texte adapté. Alors, quant à la scène finale, qui est, elle aussi, qui renvoie à ce qu'on trouve chez l'abbé Prévost, puisque chez l'abbé Prévost, si je me trompe, ils partent au Nouveau Monde, ils partent dans un monde en train de se construire, dans un monde où tout d'un coup, peut-être qu'en effet, toute cette morale
Et puis parce qu'il y a toute une dimension dans le livre, toute une dimension janséniste, toute une dimension, un catholicisme écrasant, effrayant, très sombre, très pessimiste qui pèse sur le livre, et dont les personnages n'arrivent pas à se dépêtrer. C'est vraiment voilà, un conflit entre deux logiques totalement contradictoires. Eh bien, ce nouveau monde dans lequel partent les personnages de l'abbé Prévost, on va le retrouver transposé chez Clouseau avec le départ en Palestine, tout d'un coup la terre promise, où on va pouvoir recommencer à neuf, repartir de zéro et réinventer une nouvelle société, peut-être débarrassée des anciens préjugés. Alors évidemment, j'ai envie de dire, là où peut-être le bas blesse, en tout cas où on pourrait dire que Clouseau ne va peut-être pas tout à fait au bout de sa logique, mais le pouvait-il, étant un homme de son temps et de sa génération, c'est que cette espèce d'ouverture qu'il ménage à la fin de son film vers un autre monde, vers une terre promise, il la referme aussitôt en même temps, puisque les Israéliens, les Juifs qui arrivent, qui baisent le sol de la terre promise et qui tout d'un coup ont l'impression d'avoir retrouvé une liberté après les horreurs qu'ils ont connues, ils vont se faire massacrer par de méchants bédouins. Et Manon et Desgrieux n'auront comme fin que celle des rapaces de Stroheim, c'est-à-dire une fin quand même assez peu exaltante, sinon évidemment sous le signe de l'amour fou. Mais enfin, c'est un amour qui ne peut s'épanouir que dans la mort, que dans une espèce de déclaration très très belle à la fin, bien sûr, quand Michel Auclair déclare à Cécile Aubry qu'il l'aime plus que jamais parce que maintenant elle est toute à lui, etc. Bon, il y a là toute une espèce de mystique de la femme, on pourrait dire de la femme objet, de la femme objectivée, réifiée, qui ne peut être aimée que, je dirais, réduite à néant. C'est certainement très, très cohérent avec la vision érotique de Clouseau, qui aime les femmes attachées, qui aime les femmes réduites à un rôle d'objet. On le voit bien dans les photographies qu'il réalisera par la suite. On voit bien dans les scènes de bondage, par exemple, qu'il développe dans certains extraits de l'enfer ou dans La prisonnière. C'est un thème qui l'intéresse. C'est sûr que il y a un côté profondément pervers chez lui qui se réalise d'une manière assez magnifique dans cette dernière scène, dans cet aveu terrible que fait Michel Auclair à Cécile Aubry. Et qu'on voit d'ailleurs dès le début du film, d'ailleurs, parce qu'il y a des petites allusions, quand il est avec elle dans l'église, il dit « si tu continues, je t'attache », etc. Donc on sent bien qu'il y a une double postulation, au fond, chez ce personnage de Michel Auclair, qui est un double de Clouseau, bien sûr. Il y a à la fois l'envie de dominer la femme, de la réduire et d'en faire son objet, et en même temps le sentiment qu'elle échappe toujours, elle déborde toujours. Au fond, elle est une sorte d'objet insaisissable qui se dérobe au désir et qui va en permanence contrecarrer les plans du personnage masculin. En ça, il me semble que elle exprime, ce personnage de Manon exprime peut-être une profonde angoisse de Clouseau, qui est à la fois un cinéaste qui veut tout prévoir, qui veut tout maîtriser, qui veut tout dominer par le cinéma et qui en même temps est fasciné par un inconnaissable, un arrière-monde sexuel ou irrationnel qu'il n'arrive jamais tout à fait à mesurer parce qu'il est peut-être trop cartésien pour ça. Donc c'est à la fois cette dimension sexuelle dont je parle, c'est cette dimension de l'irrationnel, c'est cette dimension aussi peut-être tout simplement, peut-être que j'en terminerai là, cette dimension de la culpabilité au fond. Il me semble que les personnages de Clouseau, dans tous ses premiers films en tout cas, sont à la recherche du mauvais démiurge, de qu'est-ce qui a pourri leur vie, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça commence à se détraquer. On le voit bien dans Le Corbeau, où le mauvais démiurge, finalement, on le voit à la fin par un coup de baguette dramatique, mais enfin, on le voit jamais vraiment. Ce sera vrai aussi d'une certaine manière dans Les Diaboliques. Le cinéma de Clouseau, il est fondé là-dessus, sur l'idée d'un dieu pourri, d'un dieu caché, d'un dieu mauvais, c'est peut-être son côté janséniste d'ailleurs, d'une sorte de culpabilité à l'œuvre dans l'histoire, mais qu'on n'arriverait jamais tout à fait à identifier.
hein, d'un démon qui serait à l'œuvre sans qu'on arrive à l'incarner. Et je pense que tout le premier cinéma de Clouzot tourne autour de cette idée fascinante, obsédante, en même temps impossible à mettre en lumière. Et lorsque les personnages on le voit bien, hein, dans Manon, ils sont complètement des orphelins, livrés à eux-mêmes, il n'y a quasiment plus de père ni de mère. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'il a supprimé le personnage du père qui est si important dans le livre de l'abbé Prévost. On voit vaguement le père de Manon à un moment, mais c'est un personnage pitoyable et dérisoire, dans une scène hautement comique d'ailleurs. Donc il y a une espèce d'origine absence, d'origine empoisonnée et absente. Alors on peut évidemment aller la chercher au désert, dans une espèce d'espace abstrait, de mirage comme ça, de monde, d'arrière-monde, où tout d'un coup on va avoir l'impression de retrouver une espèce d'essence, de pureté originelle, mais ce n'est qu'un mirage précisément qui aboutit à la mort. Il y a un arrière-monde qui reste interdit. Il me semble que le cinéma de Clouzot, à cette époque, au moins on peut dire jusqu'aux espions, hein, même peut-être un peu jusqu'à la vérité, s'organise autour de cette idée du passage, du mirage, du basculement vers un arrière-monde qu'il n'arrive jamais tout à fait à mettre en scène, parce que, encore une fois, il est un cinéaste cartésien, il est un cinéaste très intelligent, peut-être pas assez parfois dans le lâcher-prise dont il rêverait, parce que justement il ne lâche jamais prise, mais aussi parce qu'il est un homme de sa génération, marqué par la culpabilité de l'occupation, marqué par un certain nombre de valeurs de l'avant-guerre, un certain nombre de valeurs de la société d'avant-guerre, alors même qu'il aspire à leur dépassement. Hein. Il est bien clair qu'il a envie d'aller vers autre chose, mais il reste peu ou prou prisonnier de sa classe et de son époque. Alors ensuite, ce thème de la recherche du démiurge absent, la recherche de l'origine du mal, va prendre d'autres formes qui vont le mener plus vers l'abstraction. Il va chercher plutôt à trouver le démiurge à travers Picasso, à travers Karajan, à travers des formes, des figures du créateur. C'est encore autre chose. Mais à cette époque-là, il me semble que le démiurge qu'il recherche, c'est plutôt une sorte de Dieu déchu, hein, avec toute la dimension évidemment religieuse que ce terme soulève, et en même temps une dimension quand même extrêmement sombre, souffrante, obsessionnelle, qui fait toute la force de son cinéma d'ailleurs. Hein. Le fait c'est un cinéaste finalement en souffrance, c'est un cinéaste qui est pas dans le confort. De ce point de vue-là, c'est certainement pas un cinéaste de qualité française ou d'académisme. C'est un cinéaste qui cherche, qui tourne en rond, qui se trompe parfois. Personnellement, je trouve pas que Manon soit son film le plus accompli, mais c'est un film qui mérite d'être vu et revu, ne serait-ce que parce que c'est un film extrêmement ambitieux, et on sent que Clouzot est vraiment quelqu'un qui cherche à chaque fois et à chaque film à se remettre en question et à remettre en cause sa vision du monde.